Donc, à présent, avançons sur les arguments contre. Déjà, première chose, c'est un peu l'élément charnière, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous n'allez pas être d'accord sur la pondération des arguments, sur le côté risque, sur le côté l'intérêt qu'il va faire ce trade, etc. Moi, je dois dire, je suis pas fan du joueur, mais vraiment pas fan. Enfin, j'aime bien, hein, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que j'ai vu depuis quelques temps, quelques mois, il y a une certaine hype autour de Mark Williams. Ces dernières semaines, d'autant plus d'ailleurs qu'il a fait quelques points au scoring contre la défense de Utah ou des trucs comme ça. J'avoue que je suis pas hyper fan. Donc on va dire que vis-à-vis du consensus collectif, je suis sans doute un peu plus bas que la moyenne. Donc forcément, moi quand on me dit il y a cette prise de risque qui est assez énorme qui a été prise, on va en discuter. Bah, je trouve que ça vaut moins le coup si moi j'estime que le joueur n'est pas à ce point bon. Donc déjà, premièrement. Bon, ensuite, c'est vrai que c'est peut-être un aspect gadget, mais vous allez voir pourquoi j'en parle. Mais moi, j'ai bien, tout à l'heure, j'avais parlé de pivot qui est grand et qui est long. J'ai fait exprès de ne pas citer toutes les qualités parce que précisément, il y en a une qu'il n'a pas. C'est la qualité d'explosivité. Et je trouve que pour l'instant, en NBA, ça s'est pas trop vu. Parce que c'est vrai qu'on est... Enfin, c'est pas trop vu. En tout cas, dans un peu ces chiffres de production, notamment de ce qu'on appelle le catch and finish, le rollman, les stats un peu de rollman en carrière en NBA, pour l'instant, sont très bonnes. Il n'y a pas de souci. Donc, un peu ce côté, il est un peu plus pâteau, il n'est pas hyper explosif. Il est grand et long, mais pas hyper explosif. Et peut-être un peu plus lent, pas trop ce côté vivacité. Si on regarde les stats, ça se voit pas trop. Après, le problème, c'est qu'il y a un angle mort sur ces stats, c'est que ne sont pris les paniers qui sont pris. Dans les stats de, il est, je sais pas, il a 1,5 points par possession sur des rolls du pick and roll, d'accord, mais parce que ne sont tentés que les tirs qui sont tentés. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a aussi plein de situations où si le mec est un peu pâteau, il n'a pas le bon timing et qu'il y a des fois il met pas assez de pression sur le défenseur en drop, s'il n'arrive pas à glisser assez rapidement dans le dos de la défense, ou alors s'il n'est pas disponible, s'il est pas, voilà, la passe elle n'est pas faite. Donc la passe n'est pas faite, il n'y a pas genre un mauvais tir, il n'y a pas un alley-oop manqué, quoi. Il n'y a pas de alley-oop manqué, donc aussi à faire un peu attention avec ce genre de stats, parce qu'en effet, là on pourrait m'opposer comme argument, regarde, pourtant il est parmi les meilleurs de NBA. Oui, mais la stat ne raconte pas tout. Il y a aussi cet angle mort de certains tirs ne sont pas tentés et ne sont pas reflétés. Enfin, les tirs pas tentés ne sont pas reflétés dans la stat. Voilà. Les tirs non tentés ne sont pas reflétés dans cette statistique. Et donc, voilà, moi j'ai aussi souvenir de parfois des situations de jeu où il roule pas assez vite, où il y a pas ce côté-là de menace verticale, etc. Et donc voilà, la Melo Ball ou n'importe qui fait pas la passe et ça fait pas un tir manqué. Donc ça n'affecte pas l'efficacité sur la stat. Bref. C'est vrai que moi, de mon point de vue, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage et je trouve qu'il y a vraiment besoin de ça pour Luka Doncic. Alors, je dis pas non plus qu'il est mauvais, hein. C'est pas du tout un mauvais mec sur roll, mais c'est vrai que je le mets pas dans l'élite, quoi. Je le mets pas forcément dans le côté élite sur les rolls du pick and roll. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage. Voilà, il y a plein d'autres options très très cool là-dessus. Gafford était évidemment un des tout meilleurs de NBA là-dessus parce qu'il est à la fois grand, long, très puissant, mais en plus assez explosif. Voilà, c'était Gafford pour le coup, c'est la Rolls-Royce de ça, quoi. Si on comment dire, si on parle pas de tout ce qui est Anthony Davis, Wembanyama, qui sont peut-être parmi les meilleures cibles de l'histoire de la NBA, je pense, hein, très très simplement. Mais voilà, c'est pas non plus bon, il y a cette petite nuance, à voir à quel point ça peut être important ou pas, ça peut concrètement venir embêter ou pas. Je sais pas, parce que vous voyez par exemple, hein, pourquoi ça a aussi bien marché Dallas contre Minnesota, c'est qu'en fait Doncic a besoin de cet outil tactique d'avoir un mec vertical qui met de la pression sur le panier, parce que lui quand il fait un drive et qu'il attaque sur pick and roll, Rudy Gobert il peut pas boucher l'angle de layup, quoi. Il est obligé aussi de reculer parce que dans son dos il y a la menace. Ou alors l'inverse, quand il va sur Luka Doncic, Doncic fait la passe et t'as un mec qui est capable dans une fenêtre de alley-oop, une fenêtre de catch and finish qui est très très courte, d'être là en place, de recevoir la passe et de punir. Donc voilà, je sais pas, à ma limite, ça c'est un peu mineur. J'aurais peut-être pas dû commencer par ça, ne m'en voulez pas. mais voilà, moi c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pas idéal. Mais bon, passons. Je voulais aussi parler de ça, et j'ai fait exprès d'en parler parce que il y a un peu le même truc pour la défense en réalité. C'est-à-dire que en attaque, avec ce côté roulé au panier, le fameux rollman roulé au panier, il y a ce truc de il est grand, il est long, il va être génial en termes de alley-oop et de finition sur pick and roll. Pas nécessairement, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vivacité et l'explosivité. Mais j'en ai parlé exprès parce que je trouve qu'il y a un peu parfois les mêmes raccourcis pour la défense. Et c'est vrai que, soyons clairs, pour moi, ce n'est pas un bon défenseur. En tout cas, ça ne l'a pas du tout été du côté de Charlotte. Et
Bon, je sais que directement on peut me rétorquer, mais oui, mais en même temps, Charlotte, bah, c'est pas une bonne équipe. Voilà, le tanking, on peut pas s'attendre à ce qu'ils défendent bien dans une équipe comme ça, contexte particulier, contexte catastrophique, etc., etc. Voilà, un peu la rationalisation par le contexte. Bon, ça peut être vrai. En attendant, on a aussi connu et on sait que... Enfin, moi, je trouve on a trop tendance à donner de l'importance au contexte dans le cadre d'une performance individuelle. Mais à la limite, c'est un sujet pour plus tard. Moi, on va pas théoriser là-dessus pendant 2 heures. Mais vous voyez, par exemple, si on prend le cas de Walker Kessler, bon, bah, Kessler poste des chiffres défensifs et fait des performances défensives d'élite dans une équipe qui est pourtant, depuis qu'il est arrivé, absolument catastrophique. Enfin, sauf sur les débuts de saison où ça joue un peu côté Jazz, mais même cette année, là, ça joue même pas bien en début de saison. Mais voilà, on parle de... Ça joue bien en attaque. En défense, ça a toujours été catastrophique. Le personnel qui est aligné sur le terrain est plutôt offensif, donc pas du tout défensif, ça va pas du tout l'aider. Et pourtant, Walker Kessler fait des chiffres défensifs absolument monstrueux en termes de protection de panier. Et en fait, c'est clairement un des meilleurs prospects. C'est un prospect défensivement générationnel, Kessler. Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'attaque, c'est qu'il y a zéro dribble, zéro passing, zéro shoot, zéro touché, donc c'est un peu problématique. Mais voilà, on voit bien qu'on peut déceler, en fait, dans des mauvaises équipes, des défenseurs d'élite, voire même des très bons. Je vous parlais de Daniel Gafford, vous allez voir un peu ce qu'il produisait à l'époque de Chicago, fin année 2010. On voyait déjà des perfs impressionnantes. Et dans les stats aussi, on le voyait un peu. Alors, pas les stats, pas le net rating, pas le defensive rating et toutes ces stats à jeter à la poubelle. On s'en fiche de ça. Mais des stats un peu ciblées, du genre à quel point tu défends bien le panier. Et vous prenez Gafford en début de carrière, il y a des bons chiffres aussi. Pas au niveau de Kessler, mais voilà. Vous prenez Rudy Gobert dans un Jazz qui est pas bon du tout au début, il y a de bons chiffres. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu envie de tendre le cou à cette idée reçue que non, on peut pas juger sa défense parce que l'équipe autour de lui était pas bonne. Certes, on peut pas regarder la performance collective. Parce que oui, c'est pas à lui seul qui, quand il va être sur le terrain, les Hornets vont poster genre le deuxième meilleur defensive rating de la ligue. Non, ça non, effectivement. Le defensive rating, c'est une performance collective, ça dépend beaucoup trop de qui est à côté de toi sur le terrain. Par contre, c'est vrai que sur d'autres domaines un peu plus précis, déjà, il y a l'évaluation un peu visuelle. Donc le côté, juste on analyse le match, ça premièrement. Mais bon, ça, moi si je vous dis il est pas bon, c'est un peu est-ce que vous me croyez ou pas, il n'y a pas de preuve. Donc c'est pour ça que l'indicateur stat est aussi intéressant, c'est que là c'est un peu plus tangible. Vous pouvez ne pas y croire non plus, mais au moins c'est un chiffre réel, quoi. C'est pas juste moi qui pourrais inventer, soit je peux inventer de dire qu'il est bon, je peux inventer de dire qu'il est pas bon pour mon propre argumentaire. En l'occurrence, c'est vrai que je pense qu'il est un peu parfois survendu par des fans des Hornets. Alors je peux comprendre, il y a un côté biaisé, on l'aime bien, etc. C'est un de nos poulains. Je suis pas convaincu par la défense. Et donc, je boucle la boucle. Il y a ce raccourci un peu en attaque du rollman égale élite parce que grand centimètre, taille et envergure. Et je trouve qu'il y a aussi ce raccourci un peu avec la défense où sans doute qu'on le projette beaucoup trop bon actuellement par rapport à ce qu'il est réellement. Et je dis pas qu'il n'a pas de potentiel. Je dis qu'actuellement, ne nous trompons pas, on n'a pas affaire à un défenseur qui est positif. Clairement pas. Et la stat la plus intéressante pour un pivot, bon, defensive rating, non, on s'en fiche parce qu'en effet, ça dépend trop des coéquipiers, ça. Et ça, ok, il y a des coéquipiers qui sont trop nuls. Par contre, il y a un domaine en particulier où il n'y a pas l'influence des coéquipiers, c'est à quel point ton pivot protecteur de cercle est capable de faire descendre l'efficacité de l'adversaire au panier. Donc, concrètement, à quel point tu infliges une perte d'efficacité aux adversaires relatif à des situations où ils doivent tirer non pas face à toi, mais face à n'importe qui d'autre. Comparé donc à leur moyenne un peu autre de toute la saison, de tous les autres matchs, face à tous les autres joueurs. Bon, en l'occurrence, en 3 ans de NBA, on est obligé un peu de tout mettre ensemble, puisqu'il n'y a que 85 matchs pour Mark Williams, donc il n'y a pas une saison qui peut sortir du lot. On met tout ensemble, on a sur 3 ans un bon échantillon, on est sur une perte d'efficacité infligée qui en fait n'est pas une perte, puisque les adversaires shootent à 0,2% mieux face à lui que face à n'importe qui d'autre. Voilà, donc plus 0,2%, bon à la limite, on peut dire 0 si vous voulez, donc c'est pas bien. C'est pas bien du tout en fait. C'est pas bien du tout. Pour vous dire un peu l'échantillon avec quoi est-ce qu'on travaille, on est sur à peu près 500 tirs défendus au panier, donc voilà, on n'a pas une saison qui compte, mais on a à peu près 3 saisons mises ensemble, et on a un peu ce résultat-là où on peut un peu plus s'y fier que si c'était 20 matchs et 20 tirs défendus. Mais donc, pour vous dire, les meilleurs de NBA, ils vont taper les moins 12, moins 13, moins 14% de perte d'efficacité infligée au panier.
Et donc là, Mark Williams, on est à 0, quoi. À 0, même limite, les adversaires shootent un peu mieux. On n'est clairement pas sur de l'élite. Donc ça, c'est l'indicateur stat, qui est très, très, très tangible, hein, très, très factuel, pour le coup, de finalement, sa présence au panier, elle se fait pas trop ressentir. Donc, certes, il y a les centimètres de taille, il y a les centimètres de longueur de bras, mais ça, c'est un peu la théorie. Dans la pratique, on n'a pas encore un mec qui est dans le bon positionnement, on n'a pas un mec qui a, en termes de réactivité, là, on n'est plus dans les stats, hein, là, on parle d'éléments concrets de jeu quand vous voyez les matchs, quand vous les analysez, vous les décortiquez. Il n'y a pas un bon timing, il n'y a pas une bonne réactivité, il n'y a pas non plus forcément, paradoxalement, une bonne puissance. Hein, il peut un peu se faire manger parfois, c'est-à-dire l'adversaire qui lui rentre un peu dedans, qui arrive à le bouger un peu et donc à se libérer un angle de lay-up et à mettre le panier. Voilà, il y a un peu cet aspect où concrètement on n'a pas affaire pour l'instant du tout à un bon défenseur. Donc on peut rattacher à la notion de potentiel futur et long terme sur lequel les Lakers ont décidé de parier, mais en l'état, ne pensez pas qu'on a affaire à un bon défenseur. En tout cas, pas du tout un bon protecteur de panier. Il y a un peu de mobilité, mais je pense pas qu'on ait affaire à un niveau de mobilité suffisant pour parler de switch all. Après, ça peut faire partie un peu de ces pivots un peu polyvalents, un peu touche à tout. Jalen Duren est un peu comme ça, c'est-à-dire il est génial sur aucun domaine en particulier, notamment la protection de panier, mais il peut un peu toucher à tout, il peut un peu parfois switcher, faire du edge notamment, donc monter un peu sur les écrans et revenir, ou ce genre de choses. Donc voilà, on peut dire qu'il y a peut-être un aspect de polyvalence intéressant, mais bon, moi je pense que déjà, je pense que peu de monde regarde et analyse de près les Hornets. Il y en a qui le font, et il y en a qui vous disent, notamment beaucoup de fans des Hornets, qui vont vous dire c'est vrai que c'est pas génial, quoi. Et plus que des fans, il y a aussi, surtout, ce que je trouve intéressant, c'est un peu les deux sons de cloche qu'on a eu ce matin au réveil, avec des fans et des insiders Lakers ou autres qui étaient plutôt contents, plutôt très chauds. Et de l'autre côté, des analystes un peu côté Hornets qui sont en mode on s'en tire pas bien, on s'en tire pas si mal que ça, quoi, au final. Et la défense, elle est quand même irrégulière, et puis la santé, elle est quand même irrégulière, etc. Donc voilà. Moi, c'est un aspect qui m'embête un peu, c'est cet aspect de défense qui est pas top. Donc, si vous pensez que, grosso modo, les Lakers sont récupérés en l'état et de suite un Clint Capella, non. Il pourrait s'améliorer et le devenir petit à petit, mais pas en l'état. On n'a pas affaire à un bon protecteur de panier, on n'a pas affaire à un mec hyper explosif sur les rolls du pick and roll, donc on verra. Et l'autre aspect, donc, par rapport à la défense, c'est que, en fait, ce que je veux dire, c'est que si on a affaire à un joueur qui est surtout là pour une menace de verticalité et pour l'attaque, et qui, en fait, n'est pas bon en défense, est-ce que, très simplement, pour ce profil-là, attaque mais pas défense, est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup moins cher ? Et en fait, c'est une question un peu rhétorique, parce qu'il me semble que oui. Il me semble qu'il y avait quand même des options qui, soit pour le même prix, étaient bien meilleures, soit des mecs un peu plus risqués, type Robert Williams, meilleur en défense, même si elle risque de la blessure, lui aussi. Hein, Robert Williams, ok, il y a un risque de blessure, mais ne faisons pas comme si Mark Williams n'en avait pas non plus. Mais bref, donc, est-ce que vraiment, pour un mec qui est plutôt actuellement, à court terme, va être un apport surtout offensif, est-ce qu'il n'y a pas moins cher, quoi ? Est-ce que ça valait le coup de dépenser tout ça juste pour un peu... on rêve de la défense à long terme. Ça me paraît cher. Donc pour moi, c'est aussi un point qui est pas bien, quoi. Un argument contre ce trade. C'est que, et en tout cas une raison pour laquelle moi j'aime pas, c'est que je peux comprendre l'idée d'aller chercher un pivot, de pas faire Jackson Hayes que Jackson Hayes. Je peux comprendre l'idée d'aller chercher un plutôt pivot offensif, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Je pense qu'il y a mieux à faire pour le même prix, ou à payer beaucoup moins cher et faire mieux, quoi. Parce que pour le coup, même, je vais dire n'importe quoi, mais même sur le marché des buyouts, je pense qu'il y aurait eu moyen de trouver une menace verticale, buyout ou pas cher, ou second tour de draft, ou des mecs comme ça, quoi. Donc voilà. C'est un peu dommage d'avoir ce profil qui est un peu, pour l'instant, que d'un côté du terrain. Je pense qu'on peut aussi rajouter dans l'équation l'aspect, on l'a déjà un peu évoqué, mais de injury prone, de être sujet aux blessures, disons-le en français. C'est vrai que c'est pas rien non plus. Hein. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, mais 85 matchs NBA en 3 ans, allez, 2 ans et demi de carrière NBA, 85 matchs. Donc c'est-à-dire une saison complète, quoi. Une saison complète en 3 ans. L'équivalent, en tout cas. C'est pas des masses, hein. C'est pas des masses du tout. Et c'est vrai que sur cette question, en plus, parce que je viens de parler de Robert Williams, moi qui aurais été une de mes options plutôt privilégiées, on me répond que Robert Williams aussi, il est sujet aux blessures. Certes, mais c'est pas pareil de prendre un mec sujet aux blessures sur un pari à court terme, c'est pas pareil que de le faire sur un pari long terme. Parce que, encore une fois, Robert Williams n'aurait pas coûté autant. Je pense pas, hein, même je suis à peu près sûr. Donc oui, il y a peut-être ce côté, Robert Williams, 2 ans de contrat, 1 an et demi maintenant, tu le prends, peut-être que tu le prends, il va pas trop jouer et qu'il va être blessé, et voilà. Mais dans le pire des cas, il joue pas, t'en es débarrassé dans 1 an et demi.
Là, il y a quand même un investissement qui a été fait assez lourd en termes de prix, on va y arriver. Et finalement, moi, je trouve ça largement pire, ce risque à long terme, qu'un risque pour un petit pari, qu'un pari court terme, quoi, grosso modo. Donc voilà, mine de rien, ça, c'est un peu une épée de Damoclès, hein, pour le coup, de la carrière de Mark Williams. Après, il y a aussi des cas où ça se passe très bien. Il y a des cas à la Stephen Curry où il prend un contrat très en dessous du marché parce qu'il est blessé, alors que, donc on a compris, ça devient le meilleur contrat de NBA. Il y a aussi des cas où malheureusement les blessures persistent et puis ça bloque, ça freine aussi le développement. Il n'y a même pas que le côté présence ou absence sur le terrain. Si vous prenez quelqu'un qui en fait va manquer régulièrement 20, 30, 40 matchs par saison, c'est quand même plus compliqué de se développer, de devenir, de passer des étapes, de devenir un titulaire NBA, très bon titulaire NBA, All-Star, All-NBA, etc. Si vous jouez 40 matchs par an, quoi. Il y a un peu ce côté aussi très, très basique du plus tu es absent, moins tu te développes aussi, en un sens. Je pense qu'on peut prendre l'exemple, vous allez me dire, bon, c'est pas pareil, mais Zach Collins, Zach Collins, par exemple, qui était très, très prometteur, drafté très tôt dans le top 10, je crois, ou pas loin du top 10 à l'époque, Gonzaga. Voilà, le mec, on a bien senti que bon, c'est un joueur NBA sympathique, j'allais dire, non pas cette année, mais qui était pas mal, quoi. Mais le fait d'avoir été autant absent chaque année, on n'a jamais eu finalement cette carrière qui a décollé, quoi. Parce que même lui-même, en termes de bosser son jeu, tu peux pas. Quand t'es littéralement blessé et que tu te reposes chez toi et que t'as une blessure au pied, tu peux pas bouger, t'as une blessure au genou, tu peux pas bouger, enfin, voilà, tu peux même pas être à la salle en train de bosser tes moves, de bosser ton jeu. C'est un peu l'effet qui se coule, malheureusement. C'est la double peine. C'est non seulement il n'est pas présent, mais en plus il peut pas se développer, il peut pas devenir meilleur. Malheureusement. Et j'insiste un peu parce que, comme on l'a un peu évoqué, vous le savez, c'est un pivot. Et c'est vrai que les blessures de dos, pour des pivots, c'est pas anodin. Là encore, on peut trouver exemple et contre-exemple, mais c'est vrai que pour blessure au dos, on peut penser à Dwight Howard, qui, une fois que ça a commencé à être un problème, ça n'a plus jamais été le même, quoi. On a malheureusement, c'était fini le Dwight Howard MVP, calibre MVP, All NBA First Team, All Defense, Depoy, etc. Une fois que ça a commencé à se blesser au dos, c'était un peu le début de la fin. Bon, ceci n'est pas cela, hein, on n'est pas sur du comparaison 1 pour 1, mais c'est vrai que la récurrence des blessures, pour un mec aussi jeune en plus, je sais pas, ça fait partie du risque. Donc c'est vrai que, quitte à, finalement, envoyer un asset aussi gros, peut-être ne pas le faire sur un joueur aussi risqué. Et j'insiste, je reprécise, pour moi, il n'y a pas que le risque des blessures. Parce qu'encore une fois, on peut me répondre, oui, il y a un risque, mais peut-être que ça va bien se passer. Peut-être qu'il y a bon traitement, bonne condition physique, ça va passer. Oui, mais finalement, même si ça passe, reste encore la problématique du jeu. Et du fait que sportivement, pour l'instant, moi, je le trouve pas si intéressant que ça, pour l'instant, sportivement. Donc voilà, il n'y a pas que le risque de blessure. Alors que, moi, un mec comme Robert Williams, à mon sens, le problème, c'est juste la disponibilité. Mais quand il est sur le terrain, il est bon. Et puis, d'ailleurs, tant qu'on est aussi à parler du joueur, moi, j'avoue que c'est un élément qui, à mon sens, est un peu significatif. Et en plus, ça vient un peu... Voilà, c'est pas que cet élément-là, mais ça vient un peu recouper avec mon propre avis, où je suis pas très chaud sur Mark Williams. En tout cas, pas autant que la hype autour de lui, j'ai l'impression. Mais n'oubliez pas, et pour moi, bel indicateur, les Hornets sont une équipe en reconstruction. En reconstruction, et avec donc Mark Williams qui avait l'air d'être un des éléments importants de cette reconstruction. Or, on a une équipe des Hornets qui reconstruit, donc avec des jeunes, et qui décide de se séparer de Mark Williams. Ça, pour moi, c'est pas rien. C'est pas rien du tout, et ça devrait, malheureusement ça ne l'est pas, mais ça devrait être un indicateur, un signe pour pas mal de gens que ah ouais, c'est pas rien, quoi. On a une équipe qui est jeune, qui est censée avoir Mark Williams un peu, non pas au centre du projet, hein. Il y a aussi LaMelo Ball, Brandon Miller, etc. Mais t'es censé avoir Mark Williams comme un des jeunes importants, un des 3 jeunes les plus importants de la franchise. Tu reconstruis. Donc voilà, on n'est pas sur genre, je sais pas moi, Boston qui abandonne un jeune parce que, bon, mais tant pis, on sacrifie le jeune pour aller encore plus dans le all-in pour actuel parce que notre but c'est de gagner. Non. Là, on parle d'une équipe de jeunes, une équipe de reconstruction qui abandonne sur le projet Mark Williams. Alors, on peut argumenter éventuellement que le prix était trop alléchant, mais tout de même, en fait. Tout de même, si t'es vraiment une équipe de jeunes et que t'as ton projet, que tu les fais grandir, en fait, t'écoutes pas trop les offres, quoi. Ou alors il faut vraiment une offre incroyable. Or là, je trouve qu'on n'est pas totalement là-dessus non plus, quoi. On n'est pas... Je trouve que l'offre est un peu déraisonnée par rapport aux Lakers, on va en parler, mais c'est pas non plus genre, prends... je sais pas moi, l'offre de Kevin Durant, quoi, genre 4 tours de draft non protégés qui sont envoyés à Brooklyn. J'exagère, hein, mais
voyez ce que je veux dire? Qu'on n'est pas non plus sur la méga ultra giga offre qui pourrait convaincre les Sixers à l'époque de lâcher Joel Embiid, les Nuggets de lâcher un Jokic de 22 ans, ou voilà. On n'est pas là-dedans. C'est une belle offre, une très belle offre, et à mon avis, les Lakers ont mis trop, mais c'est pas non plus au point de dire, bon, abandonnant totalement une de nos pièces centrales parce que c'est trop intéressant. Je trouve pas non plus qu'on soit là-dedans. L'offre est sympathique, pour eux même très sympa, mais c'est pas au point de mince, il était intouchable, mais il l'est plus actuellement. Et en fait, je pense que, donc si c'est pas relatif à l'autre, je pense qu'au final, si les Hornets sont vendeurs, c'est que ça raconte tout de même un peu de choses vis-à-vis de Mark Williams. Alors ça peut être un aspect de on abandonne parce que trop de blessures. Ça peut être aussi on abandonne parce que finalement on a bien vu le potentiel depuis 2-3 ans, le niveau de jeu, c'est sympa, mais c'est pas à ce point sympa. Vous l'interprétez comme vous voulez. Peut-être que j'ai faux, je sais pas, mais moi je l'interprète un peu comme ça. C'est que mon avis, hein. C'est que mon podcast, c'est que mon avis. Moi je trouve que c'est assez parlant vis-à-vis de Mark Williams, le fait que la franchise, jeune reconstruction, décide d'aller autre part avec lui, enfin d'aller autre part et sans lui. Pour moi, c'est un élément que, voilà, il y a peut-être la valeur de Mark Williams réelle, la valeur sportive qui est un peu plus basse que ce qu'on peut lire ou entendre à droite à gauche sur les sphères un peu parfois de fans de Hornets. Et au passage, ça peut aussi rappeler certains cas. Le plus connu étant évidemment le cas de Michael Carter-Williams, qui maintenant, c'était il y a 10 ans maintenant, l'échange de Carter-Williams, qui fait un début de saison, début de carrière chez les Sixers un peu étonnant. Bon, à l'époque, on disait ouais, alors attention, hein, c'est quand même le process, c'est un peu des stats, non pas dans le vide, j'aime pas cette expression, mais ok, il fait des stats, mais c'est pas hyper intéressant, etc. L'aura médiatique était autre. Hein. L'aura médiatique autour de Michael Carter-Williams, qui était rookie de l'année, c'était quelque chose, et pourtant, Sam Hinkie, il a dit bah non, en fait, hein, nous, on a bien vu que le joueur était. Ok, il est sympa, mais il est pas à ce point sympa, quoi. Donc en plus, le mec à la cote, je l'échange. Je pense que toute proportion gardée, on est un peu là-dessus. Et si vous pensez, je l'ai tweeté ça je crois, mais si vous pensez que c'est un manque de respect envers Mark Williams de le comparer à Michael Carter-Williams, c'est que soit vous n'avez pas connu, soit vous vous souvenez mal de quelle était l'aura médiatique et la cote sur le marché des équipes, mais aussi par rapport aux fans, de ce qu'était Michael Carter-Williams en février 2015. Vraiment, on parlait d'un mec qui, rookie de l'année, qui marquait beaucoup de points, qui était pas blessé, voilà. Donc ça peut arriver aussi, hein. Ça peut arriver. Je dis pas que ça va être un tel échec comme Carter-Williams, pas du tout. Je dis que ça peut aussi rentrer en compte dans l'équation, le fait de constater qu'une franchise qui a pu côtoyer un joueur et l'évaluer pendant 3 ans, tous les jours au quotidien, chez elle, tous les jours au quotidien étant une belle répétition qui justement n'est pas belle, je trouve ça intéressant.